Bonjour à tous, je vais vous présenter un retour d'expérience sur les katas de refactoring qu'on a mis en place dans mon entreprise. La présentation se déroulera en trois parties. Je vais d'abord vous expliquer le contexte et les problématiques qui ont amené à la mise en place de ces katas de refacto. Ensuite, on verra comment on les a mis en place et avant de faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qu'on en a tiré et quels ajustements on a fait et on va encore faire. Sur le contexte, donc le point de départ, c'était en début d'année où j'étais en train de préparer une présentation sur le clean code en interne dans l'entreprise et ici à la FUBTour. Pendant que je préparais ma présentation, il y avait un meet-up à FUBTour sur les katas d'architecture qui était super intéressant et vous pouvez aller voir la conférence sur... celle qu'il a fait à la FUB, elle n'est pas sur YouTube, mais il a fait la même conférence à d'autres Eventech et si vous voulez la voir, elle est intéressante. Du coup, en préparant cette présentation de Clean Code et en voyant la présentation des katas d'architecture, ça m'a donné l'idée de faire des ateliers un peu similaires sur comment refactoriser du code et améliorer la qualité de code dans notre entreprise, dans mon entreprise, dans mon équipe, où donc je travaille chez LT. Développeur back-end, donc dans une équipe exclusivement back-end, où on est 3 développeurs, un lead et le CTO qui travaille encore sur le back-end. La boîte a plus de 10 ans maintenant, l'application aussi, et les applications aussi, donc il y a plusieurs niveaux de legacy. Du code récent où c'est facilement maintenable, du code un peu moins récent où c'est un peu plus compliqué, et les premières briques de code qui sont très, très dures à maintenir. Donc voilà. C'est ce qui a amené à cette réflexion. Donc d'abord quelques définitions donc sur la dette technique. Donc la dette technique, ça pourrait faire une présentation à part entière, mais en gros il y a 3 types de dette technique. La dette technique volontaire, c'est quand on privilégie consciemment de la rapidité au détriment de la qualité, donc où on préfère faire moins propre ou voire sale en se disant bon, on verra ça plus tard pour refactoriser ou quoi, sauf que dans les faits c'est rarement le cas, on vient rarement dessus. Donc attention à ce que ce ne soit pas juste une excuse et voilà. La dette technique involontaire, donc là où on ne le fait pas exprès, c'est quand on amène des erreurs ou où on ne connaît pas les bonnes pratiques, où on a beau les connaître, on s'en fiche un peu et voilà, on ne suit pas toutes les bonnes pratiques qui permettent de faciliter la maintenance et l'évolution d'une application. Et donc il y a l'obsolescence. Donc là, c'est même quand on essaie de faire du code propre, d'avoir du code lisible pour faciliter la maintenance, les outils évoluent, les frameworks, les technologies, et du coup, si on ne prend pas du temps pour faire mettre à jour le langage PHP par exemple, si on ne passe pas à PHP 8, les serveurs, si on ne les met pas à jour, si on n'upgrade pas les versions des frameworks et tout, on se retrouve aussi à avoir de la complexité et des difficultés à maintenir un outil. Donc l'impact, quand on ne prend pas le temps de traiter notre dette technique, ça ralentit le développement parce que ça amène donc, une augmentation des bugs et de l'instabilité parce que il y a des contraintes techniques qui fait qu'on ne peut pas utiliser les derniers outils, les dernières techniques parce qu'on n'est pas à jour, ou parce que du coup quand c'est de la dette volontaire ou involontaire, on n'a pas mis en place les bonnes pratiques et le code il est compliqué à maintenir, et le développeur il va avoir du mal à comprendre l'existant. Si ça manque de tests, il ne va pas maîtriser, il va avoir peur de faire des modifs. Et au final, c'est compliqué pour un développeur à maintenir ce genre de code. Et ça peut démotiver des développeurs parce que quand on travaille dans des applications qui ont un gros historique et qui sont dures à maintenir, c'est quand même une charge mentale assez importante. Donc il faut bien avoir ça en tête aussi sur la gestion de la dette technique. Donc comment la gérer? C'est identifier et prioriser les chantiers à refactoriser. Faire du refactoring régulier et pas se dire une fois par an, allez hop, on dédie une semaine à ça parce que ça sert à rien et c'est pas suffisant. Et adopter la mentalité du Boy Scout, donc, qu'on a vu dans la présentation du Clean Code. Hein. Donc la mentalité du Boy Scout, c'est quand on tombe sur un morceau de code qu'on doit modifier, il faut le laisser dans un meilleur état que dans lequel on l'a trouvé. Donc si on rajoute une ligne, si on peut refactoriser une méthode, deux méthodes sur la classe, faut pas hésiter à le faire. Renommer des variables, ce genre de choses.
Kata. Donc, un kata, donc, ça vient des arts martiaux japonais qui visent à pratiquer un exercice et à répéter dans le but de progresser. Et donc en informatique, c'est un kata de code, c'est un exercice de programmation qui permet de pratiquer, d'améliorer les compétences grâce à la pratique et la répétition. Donc un peu comme dans tout, que ce soit dans le sport, dans tous les domaines, pour progresser, il faut pratiquer et répéter. Le refactoring, c'est une opération qui vise à retravailler le code source d'un programme sans y ajouter de fonctionnalités ni en corriger des erreurs, donc de façon à en améliorer la lisibilité et la maintenance, éventuellement les performances. Après, ça peut se débattre. Et donc si on mélange ces deux définitions, on tombe sur les katas de refactoring, donc qui consistent à être des exercices collectifs pour améliorer notre capacité à refactorer efficacement, dans le but de réduire la dette technique et d'harmoniser les pratiques de tous les développeurs d'une même équipe. Donc là, à retenir, c'est exercice collectif, réduire la dette technique et harmoniser les pratiques de tous les développeurs dans une équipe. Donc les définitions, suite à la présentation de Clean Code que j'avais faite aussi dans mon entreprise, c'était accepté et compris par tout le monde. Tout le monde d'ailleurs connaissait la plupart de toutes les règles que peut lister le Clean Code. Sauf que dans les faits, c'était encore des pratiques qui étaient assez peu présentes, où on ne se forçait pas non plus à essayer d'appliquer au maximum toutes ces pratiques-là. Des fois, elles n'étaient pas totalement comprises, donc notamment sur tout ce qui va parler des principes solides, des fois, c'est pas toujours bien compris. Manque de tests, puisque comme je l'ai dit, on a plusieurs niveaux de legacy dans nos applications, notamment on travaille principalement sur un monolithe, même si on a quelques microservices. Donc notre monolithe, il a 10 ans d'historique, et forcément, il y a plusieurs niveaux de legacy. Absence de cadre commun pour le refactoring, parce que si tout le monde fait un peu de refacto dans son coin, de son côté, sans avoir quelque chose de carré pour optimiser tout ça et que ça ne parte pas dans tous les sens, voilà. Le but c'était aussi d'amener un cadre commun. Et l'application de certains concepts qui sont propres à chaque dev, parce que on se rend compte que quand on voit la définition d'un design pattern, tout le monde le comprend, mais l'interprète un peu à sa sauce. Et pareil, dans une base de code, ça peut être bien d'avoir une pratique commune sur comment utiliser un design pattern et que ça ne parte pas dans plusieurs adaptations. Donc maintenant, sur la mise en place des katas, je vais vous montrer un peu l'organisation qu'on a définie, les règles qu'on s'est définies avant de voir les premières observations et les chiffres d'un an de kata à peu près. Donc niveau organisation, on a mis en place du coup des ateliers d'1h30 chaque semaine. Donc 1h30 ça peut paraître assez court, mais au final c'est bien parce que ça rentre dans notre semaine de travail, mais du coup c'est du temps en moins sur la roadmap sur laquelle on travaille et où il faut fournir les fonctionnalités. Après c'est toutes les semaines, donc ça c'est vraiment ça revient à ce que je disais au début. Pour gérer la dette technique, c'est bien de faire des refactoring réguliers et pas occasionnels. Les sujets peuvent être remontés par toute l'équipe, donc n'importe quel dev de l'équipe, du plus junior à celui qui vient d'arriver, au CTO, au lead ou quoi, tout le monde peut remonter des sujets. Donc on s'est fait une petite database Notion avec les sujets où on peut déjà faire une pré-analyse, voir l'impact, qu'est-ce qu'on imagine dans le refacto, etc. Donc c'est traité en mob programming, donc avec la participation de tous les devs. Donc au tout début, on a fait ça donc sans les leads, donc sans mon lead et sans le CTO. Donc on était 3 développeurs. Et donc on se réunissait chaque semaine, 1h30, pour faire de la refacto sur du code legacy à 3. Oui. C'est quoi le mob programming? Le mob programming, du coup, c'est. Alors il y a le peer programming, c'est quand il y a 2 développeurs qui codent en même temps. Donc il y en a un qui cale clavier et puis ils réfléchissent à 2. Donc il y a 2 cerveaux qui travaillent sur du dev. Et le mob programming, c'est le même principe, sauf qu'on est plus de 2, donc on est 3, 4, 5. Vous faites ça quand dans la semaine? Alors au début, on était parti en milieu de semaine, et au final on a décalé ça au vendredi après-midi parce que on trouvait que le moment était plus propice. Déjà, dans nos locaux, on avait une petite difficulté de trouver des salles de réunion le vendredi après-midi. Bizarrement, il n'y avait pas de salle de réunion prise.
C'est la fin de semaine, donc il y a moins de risques de couper un dev dans une tâche importante qu'il faut livrer pour la journée parce que c'est déployé le lendemain ou quoi. Donc c'était beaucoup plus simple. Et puis comme c'est, enfin je le dirai plus tard, mais c'était un moment aussi dédié en équipe qui est plus sympa à faire le vendredi après-midi qu'un autre moment. Mais je pense que ça dépend de chaque équipe, ça, de son organisation, de leurs contraintes, etc. Donc quelques règles sur la mise en place de ces katas, donc sur ce qu'est un kata. Donc il faut avoir une suite de tests compréhensibles. Donc il ne faut pas juste avoir des tests, mais qu'ils soient bien lisibles, bien compréhensibles. Faire des petits refactoring. On ne se lance pas dans un gros refacto qui va prendre des jours, des semaines. Donc là je disais c'était des ateliers d'1h30, mais c'est arrivé qu'on prenne 2 ateliers pour faire un refacto parce que au final l'écriture des tests, l'impact que ça avait, ça prenait un petit peu plus de temps. Mais l'idée c'est de ne pas dépasser 2 fois 1h30 pour un kata. Il faut que ce soit des petits refactoring, des petits sujets. Ne pas ajouter de fonctionnalités, donc je l'avais dit au début, hein, sur un refacto on n'est pas censé ajouter de fonctionnalités. Donc c'est pas là pour... déjà, si c'est nous qui pensons de fonctionnalité, c'est pas notre rôle, c'est pas aux développeurs. Dans les principes clean code, il y a le YAGNI. On fait que ce dont on a besoin, donc s'il n'y a pas une feature, on n'est pas là pour la rajouter. On fait que ce dont on a besoin. Donc pratiquer souvent et régulièrement, donc du fait qu'on fait ça chaque semaine, je pense que ça répond à ça. Prendre le temps d'analyser son impact et l'intérêt du refactoring. Donc pas se lancer tête baissée, mais faire quand même une pré-analyse sur ok, on modifie ta service, mais c'est quel est l'impact et est-ce qu'au final il y a un intérêt? Parce qu'au final, ça arrive qu'il y ait des petits morceaux de code qui soient utilisés par 2 clients sur des milliers de clients, et au final, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Même si l'intérêt peut être technique après et pas que sur la maintenance de l'application. Donc respecter les principes clean code, hein, ça coule de source. Et un kata de refactoring ne remplace pas les tâches techniques essentielles à prévoir, donc tout ce qui va être chantier technique d'upgrade de framework, de migration de PHP, de gros chantiers techniques. Voilà, le but c'est pas de remplacer ça, ça doit rentrer ça dans la roadmap tech habituelle. Donc qu'est-ce que ce n'est pas? Donc c'est pas non plus un bug fix, enfin c'est pas là pour faire des bug fixes. Si on voit un petit bug sur la refacto de quelque chose et que c'est vraiment dans le périmètre de ce qu'on est en train de modifier, on peut s'accepter de corriger, on ne va pas laisser le bug. Maintenant, si on voit un petit bug, en général, on préfère faire une paire à côté qui va corriger le bug et après faire une autre paire, enfin une autre branche Git pour gérer le kata. Donc c'est pas une micro-feature, je l'ai dit juste avant, c'est pas une migration technique. Pareil, j'ai dit juste avant. Et surtout, ce n'est pas une tâche dérivée d'une paire qui a été validée malgré des manquements à nos principes. Donc quand je parle de ça, évidemment, quand on remonte les sujets de kata, c'est parce qu'on est en train de travailler sur un sujet, on voit quelque chose qui n'est pas top dans l'existant qu'on va utiliser, et on se dit, ah, ça pourrait être pas mal de le refactoriser. Et donc là, on va remonter ce sujet-là. Par contre, si nous, on crée un service et on se dit, je le fais n'importe comment, je veux le faire en 5 minutes, il ne sera pas testé, il est lisible, etc., la PRA va être refusée et il ne faut pas se dire bah, je vais créer un kata, on le refactorisera plus tard. C'est pas du tout le but et c'est interdit. Donc quelques exemples de sujets traités. Refacto de repository qui n'en était pas réellement. Donc quand je parle de repository, c'est le pattern repository, c'est pas un repository Git. Hein. Donc s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est un repository, il y avait un forum PHP il y a quelques années, il y avait eu une conférence sur qu'est-ce qu'un bon repository, qui est super intéressant et qui est top pour bien comprendre ce qu'est le pattern repository. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas, n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, l'idée, et donc nous, dans notre base de code, on voyait que les premiers repositories, ce n'étaient pas des vrais repositories, enfin ça ne respectait pas exactement ce que dit le design pattern. Et donc on a refacto certains repositories pour en faire des vrais repositories, et surtout on a refacto des repositories qui étaient de bons repositories, mais comme nos repositories sont assez importants dans notre base de code, on a amélioré la manière de les définir avec une classe abstraite et du code pour ne pas avoir du code dupliqué et pour couvrir tous les cas possibles liés à notre contexte métier. Et du coup, on se retrouvait avec des repositories qui marchaient, mais qui n'étaient pas
très clean code et qui n'utilisait pas le tooling qu'on avait fait depuis. Et donc l'idée c'était aussi de rattraper un peu du coup de dette technique sur ces repositories-là pour les rendre plus faciles à lire, plus faciles à maintenir, et en réutilisant tout le tooling qu'on avait défini sur les dernières années. Ajout de tests manquants et refacto de tests pas très lisibles. Parce que l'idée c'est vraiment que tout ce qu'on va refactoriser via les katas ce soit testé. On ne peut pas refactoriser quelque chose où il n'y a pas des tests unitaires ou des tests fonctionnels derrière qui permettent de valider qu'on n'a rien cassé. Et refacto de tests pas très lisibles, donc pareil dans la présentation Clean Code on avait vu que les tests fallait qu'ils soient aussi lisibles, c'était pas que le code de prod mais aussi les tests. Donc quelques règles, c'est une méthode de test par comportement et pas une méthode de test qui va tester une méthode avec 36 comportements dedans. Au forum PHP de l'année dernière, il y avait eu aussi une conférence sur standardiser vos tests où il fallait appliquer le pattern AA pour bien structurer l'écriture de nos tests. Donc nous, on n'utilise pas exactement ce pattern, mais on utilise given, when, then pour bien découper ce dont on a besoin pour le test, ce qu'on teste et quelles sont les assertions attendues. Du coup, dans certains katas, on a pris des classes de tests qui étaient assez grosses et pas très lisibles, et on a redécoupé ça en plein de sous-méthodes pour tester pour vraiment extraire dans une méthode par comportement, et en mettant en place ce pattern given, when, then, pour qu'après le test soit plus lisible et plus facile à maintenir et à faire évoluer avec le temps. On a aussi migré des classes dans notre nouvelle architecture DDD, donc forcément, sur un monolithe qui a 10 ans, on a revu un peu l'architecture. Donc là maintenant on essaie de faire du DDD. On a défini une nouvelle architecture qui contient toutes nos nouvelles classes. Et donc l'idée c'était de voir si, de monter en compétence sur la compréhension de cette architecture pour tous les devs de l'équipe, en migrant certaines classes dans cette nouvelle architecture pour voir comment, pourquoi, quelques contraintes, quelques règles justement sur le domaine, tout ce qui doit être métier, tout ce qui doit être la couche application, tout ce qui doit être la couche infra. Et donc voilà, en faisant cette refacto, ça permettait de faire monter aussi en compétence tous les devs de l'équipe qui ne maîtrisaient pas forcément le DDD. L'harmonisation de notre CI sur différents projets, parce que même si on travaille principalement sur un monolithe, on a aussi quelques microservices. Sur les 2 dernières années, il y a aussi eu un gros travail fait sur notre CI pour automatiser plein de choses, l'améliorer. Voilà, on a amélioré notre CI. Et du coup, on l'a répercuté sur tous nos microservices. Et du coup, les katas ont aussi servi à expliquer comment était faite la CI, parce qu'en général, c'est le genre de travail qui est fait par des seniors ou des leads. Et là, le but, c'était aussi que les plus juniors dans la boîte et plus juniors en expérience comprennent ce qui a été fait, pourquoi, comment, et participent à la mise en place de CI sur différents projets. Et puis forcément, refacto de classe, donc clean code. Donc ça, c'était les tout premiers katas. Prendre une petite classe avec des variables mal nommées, une méthode, et du coup, c'est pas du tout SRP. Donc là, c'était de mettre en pratique quelques règles clean code de base. Donc les premières observations suite à ces katas, c'est que c'était déjà une découverte collective parce qu'on s'est lancé là-dedans sans forcément avoir de retour. Il n'y avait pas forcément de ressources qui expliquaient ce genre d'atelier. Donc c'était une découverte collective déjà sur le peer programming parce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. C'était une découverte collective sur la montée en compétence de certains concepts, donc toutes les règles clean code, sur le design pattern repository, sur les tests. Sur à quel moment le faire, sur qui mène le kata, etc. Donc monter en compétence forcément, ça s'est réellement vu assez rapidement. Forcément les 2-3 premiers katas sont un peu bancals, mais globalement au bout d'1 ou 2 mois en faisant un kata par semaine, on voit clairement qu'il y a une vraie montée en compétence de chaque dev de l'équipe. Alignement des pratiques. Notamment, nous, ce qui nous a pris pas mal de temps, c'était sur le refacto des repositories, où là, il y a une vraie harmonisation des pratiques et pas chacun adapte, fait son repository dans son coin avec une manière de le traiter différemment. Là, toutes les méthodes similaires sont nommées de la même manière, tout le contexte métier est géré de la même façon, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et donc j'en parlais tout à l'heure quand tu m'as posé la question sur à quel moment on réalise ces katas. Donc c'est le vendredi après-midi, et au final c'était pas du tout anticipé, mais ce qui ressort aussi
de ces katas, c'est que c'est un moment privilégié entre devs, parce que bon, on est une équipe, on est une petite équipe, on a chacun nos sujets, on travaille chacun sur nos sujets, comme partout je pense, à moins de faire du peer programming au quotidien. Et au final, là, c'était un moment où on pouvait se retrouver entre nous, parler tech, parler de nos contraintes quotidiennes, voir des solutions à des problématiques, et discuter en équipe de «Ah tiens, j'ai eu ça cette semaine et là, ça me fait penser à ça, nan, nan», et voilà. Donc c'était un moment sympa, cool, par contre, toujours dans le cadre du travail, et où on pouvait parler tech et être un peu plus ensemble et moins chacun de son côté, quoi. Quelques chiffres, donc on a fait 33 katas, 32 qui ont été déployés en prod. Donc pourquoi il y en a un qui n'a pas été déployé? C'est parce que des fois, justement, je disais, il faut bien prendre le temps d'analyser et tout, et forcément, les premiers, on n'avait pas forcément pris le temps de bien analyser l'impact et les conséquences que le refacto pouvait avoir. Et il y en a eu un notamment où on s'est dit, on abandonne parce que c'est trop de travail, c'est de trop gros refacto, et là du coup, ça rentre plus dans... C'est plus un petit refactoring, c'est un trop gros chantier. On a eu une régression, donc encore une fois je reviens au test, bien s'assurer qu'il y ait des tests derrière, que ce soit testé, testable, même si là du coup il y en avait, c'est juste qu'il y avait un des comportements qui n'était pas testé et du coup qui a entraîné une petite régression. Après le côté positif c'est que c'était une régression qui a été vue par un utilisateur en interne et pas par un de nos clients, donc qui a duré 10 minutes avant le rollback, donc voilà, l'impact était minime, mais il y a quand même une régression en prod que le métier dans notre entreprise est au courant, quoi. Donc bien faire attention, et ça a mis encore plus en avant l'importance des tests sur ce genre de travaux. Donc kata animateur, donc sur du peer programming, ce que je disais, on est à plusieurs, donc nous on est à 3 en général. Il y en a un qui prend forcément le lead, donc c'est ce que j'appelle animateur. Au début, forcément, c'est plus le dev senior qui prend la main. Mais petit à petit, on a tourné sur toute l'équipe. Donc, on est une équipe de 3 devs, il y a 4 animateurs, parce qu'au final, il y a eu quelques développeurs qui sont partis, qui sont arrivés dans l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 4 animateurs. Et ça, le fait de faire tourner les animateurs aussi, déjà, c'est pour pas que ce soit toujours le même qui a la charge et que ça devienne les autres arrivent et puis je suis là, j'écoute. Mais ça permet aussi justement dans la montée en compétences de chaque développeur de l'équipe de bien s'assurer que quand il y a le développeur senior qui travaille sur un concept, donc le Design Pattern Repository par exemple, pendant 2-3 katas, et le 4e kata, ça va être un dev un peu plus junior qui va prendre le lead, et comme ça il va montrer aussi, il va expliquer, et comme ça on s'assure qu'il a bien compris, et on peut voir si jamais il y a des petites interrogations encore qui montrent qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et bien sûr, pas mal d'insultes sur le code, sur le legacy. Retour d'expérience et donc quelques ajustements. Au bout de quelques mois, il y avait plus d'une vingtaine de katas, j'ai fait un sondage pour voir ce que chacun pensait de ces katas. Donc j'ai demandé au VPE qui fait partie de la direction, du CTO qui fait aussi partie de la direction et qui touche encore un peu au code mais qui n'avait pas participé au kata, au leadback, et à tous les développeurs de l'équipe. Donc comme je disais, les développeurs ont un peu changé dans l'équipe, donc il y a eu 5 développeurs en tout, pour voir ce qu'ils en pensaient. Donc ce qui en ressort, c'est à l'unanimité que c'est utile, très utile, sur les différents objectifs que j'ai listés depuis le début. Donc la montée en compétences, la dette technique, voilà, tout ce que j'ai dit depuis le début. Qu'à chaque fois les sujets, ce qui ressort des devs, c'est que c'est pertinent. Après on a eu un retour donc, du coup, de notre CTO que c'était pas forcément sur des sujets prioritaires. Après c'est pas forcément, quand il entendait sujet prioritaire, c'était d'un point de vue roadmap métier, sur ce qui va arriver, les features, etc. C'est pas forcément l'objectif des katas non plus, parce que quand on a forcément, quand on sait que dans 2 mois on va travailler sur un sujet qui va beaucoup utiliser un repository ou un service qui mériterait de la refacto pour faciliter le nouveau dev, forcément on va le privilégier. Maintenant, quand des fois il y a un refacto sur un service qui est fait, on sait qu'on n'y touchera pas pendant des années, mais qui touche à des concepts un peu techniques que ne connaissent pas certains devs,
Et ce concept-là, par contre, il pourrait l'appliquer ailleurs autrement. Et bah, là, du coup, ça rentre quand même dans la montée en compétence du développeur et l'harmonisation des pratiques. Et c'est pas grave si c'est pas pertinent d'un point de vue métier et roadmap métier. Mais si ça peut permettre la progression ne serait-ce que d'un développeur, et l'harmonisation des pratiques, et bah, ça reste cohérent. C'est aligné avec les objectifs de l'équipe et de l'entreprise. Je voulais voir quand même si voilà, c'était pas juste un atelier pour faire plaisir ou quoi, mais non, tout le monde a l'impression que c'est aligné avec les objectifs de l'équipe et de l'entreprise. Donc les objectifs de l'équipe, c'est des objectifs qualité, respecter les principes clean code, que tout soit testé, et facilement lisible, enfin voilà, tout ce genre de documenté, etc. Les objectifs de l'entreprise, bah, c'est surtout, on va dire, le point d'un point de vue technique sur la fiabilité de nos outils, de nos applications. Et au final, que ce soit du point de vue de la direction ou des développeurs, tout le monde trouve qu'on est aligné avec les objectifs à la fois de l'équipe et de l'entreprise. Impact positif sur la code base parce que bah, forcément, on réduit un peu de dette technique, on améliore les choses et on ressentait, comme on arrivait justement à privilégier certains katas par rapport à des sujets qui allaient arriver, on sentait tout de suite que certains refactos facilitaient une évolution sur une feature qui allait arriver. Progression technique, clairement ça. Nous dans l'équipe, donc on est 3 devs, on est un senior, un petit peu moins senior et un junior, et clairement je pense que ça a permis de faire progresser tous les développeurs de l'équipe assez nettement, quoi. Et du coup, adhésion totale parce qu'il n'y a personne qui remet en cause, ni la direction, ni l'équipe, ni les leads, ni personne remet en cause les katas et tout le monde veut continuer ces sujets-là. Même si, du coup, on pose actuellement, mais pour un autre sujet, on est sur un gros projet actuellement, mais ça va reprendre début 2026. Les succès, bah, par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que c'est vraiment utile et qu'il y a une adhésion totale de l'équipe. Les pratiques s'harmonisent petit à petit parce qu'on voit que des retours qu'on pouvait faire dans les PR, surtout quand il y a des développeurs qui arrivent dans l'équipe et qui forcément ils n'ont pas l'habitude de voir, même s'ils regardent l'existant, ils connaissent pas nos pratiques à nous. Et ben, on était souvent amené à faire, et des fois sur plusieurs PR d'affilée, les mêmes retours, alors que là, grâce à ces katas, et ben, les pratiques se sont harmonisées et les retours qu'on a à faire, c'est des vrais issues, des vrais retours à valeur ajoutée et pas des choses sur nous on pratique comme ça, quoi. Et les principes acceptés et assimilés, donc par ça, bah, forcément la montée en compétences individuelles, mais chez nous, donc on travaille avec des ADR, donc, qui a mis en place mon lead, donc c'est David hein, pour info. Donc ADR, c'est Architecture Decision Record, donc sur l'utilisation de certains patterns, sur l'utilisation de certains outils, sur la manière de tester, par exemple le given when then, comment on écrit nos tests, et bah, ça a fait le sujet d'un ADR. Et du coup, tous les développeurs reviewent ces ADR, les lisent, disent bah oui, c'est bien, c'est logique, ok, c'est bon pour moi. Sauf qu'au final, bah, si c'est juste lu, ton dev d'après, c'est ressorti et tu le mets pas réellement en pratique. Et bah là, le fait de se dire aussi que les katas sont là pour mettre en pratique certains ADR qui viennent juste d'être validés, et bah ça montre que ça permet de voir qu'ils sont bien acceptés et surtout bien assimilés. Parce que c'est pas parce qu'un dev comprend un sujet qu'il l'a assimilé, il l'assimile quand ça devient un automatisme pour lui de le pratiquer. Quelques écueils, bah forcément je le disais tout à l'heure, la régression, il y en a eu une. Donc bon, c'est quand même à relever parce qu'on en a eu une et ça montre l'importance des tests. Donc d'abord, surtout le fait qu'il faut d'abord écrire des tests. On a fait quelques katas aussi où on a écrit des tests qui n'existaient pas. Donc là, on n'ajoutait pas de feature, mais on a ajouté des tests qui manquaient. Ça demande des quelques connaissances métiers. Donc là, nous, on avait la chance que on avait toujours un dev qui avait la connaissance métier des sujets pour aider, pour aiguiller, pour écrire des tests, pour réécrire des tests, parce qu'on a quand même un contexte métier à bien comprendre pour savoir les différents comportements attendus. Et d'ailleurs, il y a certains sujets qu'on a préféré ne pas prendre parce qu'on ne maîtrisait pas du tout le contexte métier
et que du coup ça faisait un peu peur à l'équipe de traiter une brique technique d'un sujet qu'on ne connaissait pas du tout d'un point de vue métier et qu'on ne pouvait pas bien tester. C'était pas facile d'identifier les meilleurs sujets, hein. Au début, forcément, les sujets, ça a été remonté que les sujets choisis étaient pertinents, mais forcément les premiers sujets, les premières semaines, c'était un peu dur. On se lançait juste sur des katas où on refactorisait du code qui n'était pas clean code en se disant on va bien renommer les variables, ce genre de choses. Mais ça a assez peu d'impact au final de faire ce genre d'exercice. Voilà, donc c'est juste pas facile, il faut se lancer et pratiquer pour s'améliorer aussi dans l'identification des bons sujets. Les leads étaient un peu à part au début. C'est vrai que comme on avait dit qu'ils n'étaient pas obligés d'y participer, on choisissait un peu les sujets de notre côté et les leads découvraient ça au moment de la PR. Ah bah tiens, il y a une PR sur tel sujet, mais on ne sait pas pourquoi, etc. Donc l'idée c'est aussi de les inclure un peu dans le choix des sujets et de la planification. Et d'ailleurs la planification au début elle était pas facile et du coup on arrivait en atelier de kata où on se disait bon on prend quoi comme sujet, alors que là maintenant on arrive à prendre un peu plus d'avance sur la planification de ces katas. Donc justement les améliorations prévues et qu'on a déjà commencé à mettre en place, ces meilleures planifications des katas, donc comme on a des points d'équipe où on peut voir un peu les sujets actuels et tout, on essaie de prendre de l'avance pour avoir plusieurs katas planifiés sur au moins 2-3 semaines à l'avance. Comme ça tout le monde les a en tête, même ceux qui ne vont pas participer au kata, ils savent qu'il y a une refacto sur un sujet. Donc on implique les leads parce que du coup ils sont présents dans cette réunion, ils peuvent aussi donner leur avis, ils peuvent lancer des alertes. Ah attention, tel sujet c'est pas si simple, il y a un vrai impact un peu compliqué et tout. Meilleure préparation des katas, du coup le fait d'en parler collectivement aussi, ça permet de faire le point sur les katas, essayer de définir les leads d'un kata en avance, comme ça le lead il peut aussi prendre un petit peu de temps avant pour aller voir le sujet, l'impact, les tests existants, qu'est-ce qu'il faudrait faire. L'amélioration du suivi des katas, donc là c'est avec les 2 points que j'ai notés en dessous, c'est déjà de communiquer davantage sur la réalisation des katas et faire un feedback à la fin de chaque kata. Donc, puisque comme c'est un sujet bac, l'idée c'était aussi de faire une petite communication à la fin de chaque kata pour dire voilà on a traité ça, c'était tel sujet, l'impact c'était ça. Et pourquoi on a fait ça, parce que ça facilitera telle chose sur telle chose, etc. Et donc pour faire cette communication, on a mis en place des ROTI, je ne sais pas si tout le monde connaît, Return of Time Investment. Donc l'idée c'est que chaque développeur fasse un petit feedback. Donc pareil, on utilise Notion, donc on a un petit tableau Notion où chacun va donner une note de 1 à 5 sur la pertinence du sujet, est-ce que lui ça lui a apporté individuellement, est-ce qu'il a appris quelque chose, l'impact que ça a sur notre base de code, et comme ça ça permet de voir si réellement un kata a été utile, parce que si au final il y a un sujet, même si ça a un impact sur la base de code, mais l'impact il est minime, que les développeurs ils apprennent plus rien parce que ça fait 5 katas d'affilée qu'on traite le même concept, etc., ça permet de se dire bon c'était intéressant mais on peut peut-être passer à un autre type de sujet maintenant. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on a déjà commencé à mettre en place. Il faut avoir un contexte propice pour la mise en place de ces katas, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut faire partout. Déjà il faut l'appui de sa hiérarchie, donc être dans une entreprise qui comprend l'importance de cette dette technique et du refactoring qui est nécessaire. Il faut forcément avoir des projets legacy. Sur un projet qui a 2 mois, je pense pas que ça ait d'utilité, hein. Le projet est tout jeune, normalement il est au tout début de sa vie, il n'y a pas grand chose à refactoriser. Il faut une équipe qui souhaite harmoniser les pratiques et dévoue à cet exercice. Donc pareil, il faut être dans un contexte pro avec une équipe où les développeurs sont impliqués aussi et comprennent ces enjeux-là. Parce qu'on peut se retrouver dans une équipe où le développeur n'a rien à faire de faire du bon code, on n'a rien à faire de faire du refacto, enfin voilà. Donc là il faut vraiment avoir aussi la mentalité. Donc comme nous ça fait partie de nos principes d'équipe, c'était assez facile et donc du coup ça coulait de source, mais voilà, il faut se retrouver dans une équipe où tout le monde est impliqué à faire ses katas et qu'il n'y ait pas un développeur qui vienne à reculons en se disant je viens mais
j'en ai rien à faire ou je vais me reposer ou quoi. Voilà. Et il faut avoir un petit peu de CI ou des automatismes pour s'assurer de la qualité et de non-régression. Je le disais tout à l'heure, hein, s'il n'y a rien qui est mis en place pour tester, il ne suffit pas juste d'aller tester en cliquant sur 3 boutons sur l'interface qui est impactée parce qu'on n'a pas connaissance de tout. Donc il faut vraiment avoir des automatismes, avoir des tests derrière et une CI avec un minimum de choses. Donc pour conclure, les katas de refacto, qu'est-ce que ça a permis? C'est une dette technique qui baisse, hein, même si c'est forcément... encore une fois, le projet il a 10 ans, il y a beaucoup de dettes techniques. Ça reste des petites refactos, des petits sujets, mais ça reste la dette technique qui baisse. Une montée en compétence de tous. Une harmonisation des pratiques. La qualité et l'amélioration devenue la norme. Ça, c'est un point important parce qu'au final... on a fait une présentation du clean code, on a parlé de la théorie du buzzcoot, le fait de laisser le code sur lequel on intervient dans un meilleur attaque que dans lequel on l'a trouvé. Au final, tous les développeurs n'ont pas forcément le réflexe de toujours faire de la refacto. Il y a des développeurs qui n'aiment pas faire de la refacto, ils aiment faire que des nouvelles choses. Et le fait de pratiquer chaque semaine ces katas de refacto, c'est devenu une habitude et un réflexe de se dire tiens, il y a tel sujet, déjà je l'ajoute dans la database des katas à traiter. Ou même le refacto il a à faire sur une classe que lui va modifier, et il va faire un refacto un petit peu plus important pour améliorer la lisibilité, la maintenance, ce genre de choses. Et maintenant, vraiment tous les devs de l'équipe, même le plus junior, a le réflexe d'améliorer l'existant. Et la cohésion d'équipe, j'en parlais tout à l'heure, clairement, peu importe la taille de l'équipe, on travaille chacun sur nos sujets. Des fois, on discute très peu avec un collègue parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de discuter avec lui. Et là, ça a permis une cohésion d'équipe et de discuter un peu plus avec tous les devs de l'équipe. Donc c'était vraiment cool. Jusqu'où mène le chemin vers un code plus propre? Donc je rappelle juste, allez voir sur YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la conf sur les katas d'architecture qu'avait fait Alexandre Touré donc au début de l'année à la FUBTour. Et une autre conférence que je voulais partager de Smaïn Miliani, qui a l'habitude de faire des conférences dans les événements tech PHP. Donc c'était en 2024 à l'API Platform Con, et il avait fait une conférence qui s'appelle Comment sortir du legacy, où ça parle de problématiques et de solutions un peu similaires à ça, à ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Et c'est très intéressant à suivre si vous avez ce genre de problématiques. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sa conférence. Et juste quelques remerciements, donc déjà à mon entreprise, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment l'appui de la direction et le fait d'être dans une entreprise qui comprend les problématiques techniques et qui nous laisse du temps pour travailler dessus comme ça, c'est vraiment cool. Et merci à la FUBTour, parce que notamment Florian et Sébastien qui s'investissent beaucoup dans l'organisation de ces meet-up, parce que clairement sans le meet-up sur les katas d'architecture, il n'y aurait probablement pas cette conférence, il n'y aurait probablement pas de kata de refacto dans l'entreprise. Voilà. Merci à vous, et si vous avez des questions. Ouais. Choisir le vendredi après-midi. Ouais. Pas de déploiement le vendredi, pas eu de souci. Non, parce que du coup, c'est le kata en soi. Alors déjà, nous, pas de déploiement le vendredi, ça ne nous pose pas souci. On a travaillé justement pour essayer de faire du déploiement continu ou pratiquement du déploiement continu. On a une CI maintenant qui vérifie pas mal de choses, tout est testé, testable. La manière de déployer de rollback est assez rapide, donc on a vraiment de l'alerting et tout, donc qui permet que maintenant on peut déployer n'importe quand, on est assez confiant et voilà. Même le vendredi après-midi, même le vendredi soir. Et il n'y a pas de souci. Autant c'est assez récent quand même, parce qu'il y a ne serait-ce qu'un an et demi par exemple, c'était la règle, pas de déploiement le vendredi par sécurité. Maintenant on a travaillé de façon à ce que ça ne soit plus un problème. La mise en place de feature flag, je ne sais plus si c'était avec toi que j'en parlais aussi la dernière fois.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas les feature flags, ça permet d'avoir un petit flag qui permet de dire bah, telle feature on l'active ou pas, mais du coup même dans une brique de code, quoi, quand on ajoute du code ou quoi, et ben on peut mettre un feature flag derrière. Et donc l'idée c'est que tous nos nouveaux développements qui impactent l'existant, on essaie de le mettre sous feature flag, et comme ça nous on peut déployer le vendredi, mais l'équipe produit va activer le feature flag la semaine d'après, 2 semaines après, un mois après. Voilà. Il y a une augmentation du taux de coverage, de couverture de tests de code. Ouais, bah forcément. Si tu peux répéter les questions. Ouais. Du coup, la première question qu'il y avait, c'était si faire des katas le vendredi après-midi, ça posait pas de problème par rapport au déploiement. Alors, ce que je voulais dire, donc j'ai fait des rappels sur le fait que ça ne posait pas de problème, nous, de déployer le vendredi. Mais les katas de refacto le vendredi après-midi, c'est le dev qui est réalisé. Donc, à la fin d'un kata, on fait une pull request. Et du coup, elle est à review par l'équipe, notamment les leads et tout. Mais elle n'est pas validée, elle n'est pas déployée, quoi. Après, elle sera déployée la semaine d'après ou encore l'autre d'après, suivant le temps qu'on a à review. Et voilà. L'augmentation du taux de couverture des tests. Ah oui, et est-ce que le code coverage a augmenté? Oui, mais le code coverage, il augmente via tous nos devs, que ce soit nos devs quotidiens, que ce soit les katas ou quoi. Parce que bah, les premières années de développement, il n'y avait pas de tests. Ça arrivait petit à petit. Au début qu'il y a eu des tests mis en place, bah, c'était des tests qui testaient, mais qui ne testaient pas tous les comportements, ou tout n'était pas testé. Il n'y avait pas les indicateurs non plus qui permettaient de voir qu'il manquait des tests ou quoi. Là maintenant, on a des vrais indicateurs qui indiquent le code coverage du projet, mais aussi à chaque paire, si ça augmente ou diminue le code coverage. Et donc nous, par exemple, dans notre CI, on a un petit, dans tout ce qui est testé, donc il y a les tests unitaires, PHP Stan, etc. Et on a ça y est, je me souviens plus comment il s'appelle, CodeCov. On utilise CodeCov, nous. Donc on a intégré CodeCov donc on est sur GitHub, à GitHub, et du coup, quand les tests passent, les stats sont envoyés à CodeCov, et CodeCov après nous sort quelques indicateurs, et si la couverture de code a diminué, ça nous envoie une erreur, et du coup nous, notre CI Appet a dit la PR elle n'est pas prête à être mergée, la couverture de code baisse. Donc de base, tout notre dev fait que à minima on est au même niveau de code coverage, ou au pire sinon on augmente, quoi. Ça c'était déjà monté avant la partie de refactorisation. La refactorisation n'a pas engendré une augmentation du taux de couverture de tests. Non, bah Si c'est sur certaines portions de la ouais. de manière significative. Oui, parce que La pratique fait que souvent, quand on voit que c'est CICD, bah, surtout qu'il y a des katas où c'était écrire des tests manquants ou refactoriser des tests qui n'étaient pas lisibles. Là, forcément, ça augmente, ouais, forcément. Regarde les API caisses. On est passé de Ouais. quasiment 0 à 70% de couverture sur un point essentiel. Et ça, c'est grâce justement au refacto. Il y a eu d'abord un petit kata pour montrer comment refacto, un autre pour montrer comment tester, 2, 3. Et à un moment, l'équipe était complètement à l'aise, donc on s'est lancé dans le sujet et c'est parti. Tout le monde l'a traité en 3 semaines, c'était fini. D'autres questions? Ouais. Est-ce que tout le monde arrive un peu à prendre le lead pendant les séances de kata? C'est pas toujours les mêmes qui. Alors, des choses que nous on a eu un peu des genres de kata, mais beaucoup moins sophistiqués, beaucoup moins réguliers, et c'était toujours les 2-3 mêmes personnes qui osaient apporter des sujets. Est-ce que là, ouais. un peu à. Ouais. Alors, du coup, est-ce que c'est pas toujours le même lead le même développeur qui va prendre le lead? Clairement, les 3 quarts des katas du coup dans l'équipe, c'était moi le dev senior et c'est moi qui avait pris le lead. Mais l'idée c'était quand même justement que ça fasse partie des règles des katas, que sur un même concept, le lead tourne, et donc on s'est assuré que tous les développeurs participent, prennent le lead sur ces katas, et maintenant on essaie de tourner un peu plus régulièrement, que ce soit pas toujours le même. Et surtout pour s'assurer qu'un concept technique, donc un design pattern par exemple, que chaque dev ait pris le lead sur ce concept-là pour bien valider que le concept soit bien assimilé. Sachant que celui qui prend le lead, c'est celui qui mène un peu la barque, et il n'est pas là que pour dire, il n'y a pas le dev à côté qui dit fais ça et j'écris quoi. Il prend un peu. Donc voilà, donc au début oui, mais maintenant ça tourne régulièrement, et ça fait partie des règles des katas aussi maintenant, de fait de tourner. D'autres questions?
Ça donne envie de postuler, Franck. Ça reste de la soirée, il va passer la parole. Merci encore. De rien. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Qu'est-ce Ouais. que tu conseillerais comme premier kata pour une équipe qui voudrait se lancer? Ça dépend du contexte, ça dépend des sujets, ça dépend de la dette technique. Nous, clairement, les 2 premiers katas, c'était juste de la refacto de clean code, donc un service qui est mal nommé pour savoir comment bien nommer un service, comment bien nommer les variables. Quand il y a des nombres magiques, on va remplacer les nombres magiques par des constantes, ce genre de choses, ou des enums, voilà. Donc ça dépend du contexte. Nous, clairement, les tout premiers, c'était des katas pour juste appliquer les règles clean code de base. Ensuite, on a fait un gros chantier sur le refacto de nos repositories, donc le design pattern repository, parce que nous, il y avait un fort impact, une forte utilisation de ces classes repository, et du coup, ça nous était très utile. Si les tests ne sont pas très lisibles, ça peut être sympa aussi de refactoriser des tests pour les rendre lisibles en appliquant des patterns. Donc nous, Given When Then, ou le pattern AAA, qui était présenté à une conférence du forum PHP l'année dernière. Voilà.